La structuration logique en HTML5 et le modèle de boîte en CSS3. Il faut savoir que l'univers de développement web est en constante évolution depuis plusieurs années et c'est important de suivre les dernières tendances pour créer des sites web modernes et performants. C'est dans cette optique que la connaissance du HTML5 et du CSS3 est vraiment essentielle pour tout développeur web. C'est la base. L'HTML5, c'est la dernière version du langage de balisage hypertexte qui a été introduit des éléments sémantiques qui permettent de structurer et de rendre plus accessible le contenu du site web. CSS3, quant à lui, va offrir des fonctionnalités avancées pour la mise en forme et la présentation des pages web. Dans ce contexte, il faut savoir que ce cours va se concentrer sur des aspects importants du développement web. La structure logique en HTML5 et le modèle de boîte en CSS3. Vous serez bientôt en mesure de structurer de manière efficace vos pages web en utilisant des éléments de sémantique HTML5 et de mettre en forme ces pages de manière élégante et professionnelle grâce aux propriétés de CSS3. La structure logique en HTML5. Avant HTML5, il faut savoir que les développeurs utilisaient principalement des éléments appelés div, avec des identifiants ou des classes qui permettaient de décrire les différentes parties de la page. Mais cette approche ne fournissait pas de sémantique claire pour les navigateurs ou les technologies d'assistance. Avec HTML5, on a développé et réussi à résoudre ce problème d'accessibilité et ainsi améliorer la structure et la compréhension des pages web. Les éléments sémantiques d'HTML5 décrivent de manière explicite le rôle et la structure des différentes parties d'une page web, ce qui va faciliter la navigation et bien sûr la compréhension pour les utilisateurs et les technologies d'assistance, comme les lecteurs d'écran, les lecteurs audio, c'est-à-dire pour les personnes qui ont des handicaps visuels. En utilisant des éléments sémantiques HTML5 tels que header, nav, main, article, section, aside et footer, les développeurs peuvent créer des sites web qui sont mieux structurés et plus accessibles, offrant une meilleure expérience utilisateur pour tous, y compris les personnes ayant des handicaps, comme ceux que j'ai cités précédemment, mais bien sûr il y a plein d'autres types d'handicaps, comme les personnes daltoniennes, les personnes qui ne voient pas bien l'écran, les personnes 10 aussi, on n'y pense pas, mais il suffit que les lettres soient légèrement courbées et c'est difficile à lire pour eux, etc. On va détailler ces balises HTML5 afin de bien comprendre les rôles et structurer nos pages HTML. On va commencer par header. Header, c'est un élément HTML5 qui sert à définir l'entête d'une page ou d'une section dans une page. C'est utilisé pour regrouper les informations d'instruction ou de navigation. On peut contenir des éléments tels que des titres, des logos, des menus de navigation ou des informations de contact. Donc, voici un petit exemple. Dans une page web, l'élément header est souvent utilisé pour contenir logo de site, titre de la page, navigation principale, etc. comme je l'ai déjà dit. Donc là, on peut le voir, on a le header avec toutes les informations. Dans cet exemple, on comprend le positionnement de l'header dans une page HTML et son utilité. Voici la balise nav maintenant. Nav, c'est un élément sémantique de HTML5 qui représente une section de navigation dans une page web. C'est utilisé pour regrouper les éléments de navigation principaux, tels que les liens vers les pages internes d'un site web ou les liens vers des ressources externes. Nav dans une page. La balise nav est également une balise de type conteneur. Elle doit donc être ouverte puis fermée. On place l'élément nav autour des liens de navigation principaux du site web. On peut l'inclure dans l'entête header ou ailleurs sur la page. Pour améliorer l'accessibilité, il faut ajouter un attribut comme ARIA label, qu'on peut voir ici.
et cela à l'élément nav avec une description claire de la section de navigation. Par exemple, on peut mettre nav aria label menu principal, ce qui permet de savoir de manière très claire que c'est le menu principal. On peut imbriquer plusieurs éléments nav dans une page si on a différentes sections de navigation comme menu principal et menu secondaire. Chaque élément nav doit avoir un attribut aria label distinct pour indiquer sa fonction. L'élément nav peut contenir des listes, des liens, généralement représentés par des UL, liste non ordonnée, LI, éléments de liste. Les liens représentés par l'élément A avec l'attribut href indiquent l'URL de destination. Voici un exemple, et dans cet exemple, l'élément nav est utilisé pour créer un menu de navigation principal à l'intérieur de l'entête header. Les liens de navigation seront organisés dans une liste non ordonnée, UL, avec des éléments de liste LI, comme on l'a ici. Je vous laisse quelques minutes pour regarder. Maintenant, parlons de main. L'élément main représente le contenu principal d'une page web. Il doit être utilisé pour englober le contenu unique et spécifique à la page qu'on est en train de consulter, à l'exclusion des éléments qui sont répétés sur plusieurs pages, tels que en-tête et pied de page, et les éléments de navigation. Comment on va utiliser main? Main est de type conteneur et doit être utilisé une seule et unique fois par page pour englober le contenu principal. Et ce, afin d'améliorer l'accessibilité, on ajoute un attribut role avec la valeur main à l'élément main. L'élément main est généralement placé après l'entête header et la navigation nav et avant le pied de page footer. Le contenu à l'intérieur de l'élément main doit être unique et spécifique à la page en cours. Cela peut inclure des articles, des sections, des images, des vidéos, des listes, des formulaires, etc. Dans cet exemple, l'élément main est utilisé pour englober le contenu principal de la page, qui comprend articles et sections. Alors on verra article dans un instant, mais je vous laisse consulter l'exemple. La balise article. L'élément article, c'est un élément sémantique HTML qui représente une section indépendante et autonome du contenu dans une page web. Généralement, il est utilisé pour englober des éléments tels que les articles de blog, les actualités, les commentaires ou tout autre contenu qui pourrait être réutilisé ou distribué séparément du reste de notre page. Pour l'utilisation de articles, il faut employer la balise article qui sert de conteneur pour entourer un contenu indépendamment et autonome. Et ça peut être extrait et exploité en dehors du contexte de la page. Article peut être inclus à l'intérieur de d'autres éléments sémantiques, tels que main, section ou d'autres éléments articles. Quant aux éléments header et footer, ça peut être utilisé à l'intérieur d'un article pour décrire le contenu de l'article. Par exemple, un header à l'intérieur d'un article peut contenir le titre et des informations sur l'auteur, tandis qu'un footer peut inclure des liens vers des articles connectés, des balises ou des informations copyright. La bonne pratique est d'ajouter des éléments de titre H1 à H6 pour structurer le contenu de l'article et ainsi faciliter la navigation pour des utilisateurs et des technologies d'assistance. Je vais vous montrer un exemple ici. Voilà, je vous laisse quelques minutes pour l'observer. Dans cet exemple, l'élément article est utilisé pour structurer un article de blog. À l'intérieur et l'élément main, le contenu de l'article est organisé à l'aide des éléments header et footer et des éléments de titre sont utilisés pour structurer le contenu. Donc prenez quelques minutes pour décortiquer ce qui est écrit, essayez de le recopier sur votre IDE et de voir le fonctionnement. Et rajoutez un peu de CSS si vous pouvez.
Bien, on va continuer. Maintenant, on va passer à la balise section. La balise section, le conteneur section représente une section générique de contenu dans une page web. Il est utilisé pour regrouper des éléments thématiques, cohérents ou relatifs qui sont généralement accompagnés d'un titre. Pour intégrer la balise section, il faut employer, justement, comme on dit, la balise section, qui va permettre de rassembler des éléments ayant une cohérence thématique ou relation sur le site web. Cet élément est fréquemment utilisé pour séparer une page en différentes parties, comme diverses parties ou sections d'un article, d'un document. Chaque section doit généralement être accompagnée d'un élément de titre H1 à H6. Les composants de section peuvent être imbriqués à l'intérieur de d'autres éléments sémantiques tels que main, article ou d'autres éléments section. Lorsqu'une section est imbriquée à l'intérieur d'un autre, il indique généralement une sous-section de contenu. En voici un exemple. Je vous laisse le temps de lire. Ici, section est utilisée pour diviser le contenu principal de la page en sections distinctes, chacune accompagnée d'un titre. La balise side. Le bloc side va représenter une section de contenu qui est tangentielle ou alors indirectement liée au contenu principal de la page. Il est souvent utilisé pour englober des éléments tels que la barre latérale, les encadrés, des publicités, des biographies d'auteurs ou tout autre contenu qui peut être considéré comme séparé ou annexe du contenu principal. Le marqueur aside peut être imbriqué à l'intérieur de d'autres éléments sémantiques tels que main, article ou section. Lorsqu'un aside est imbriqué à l'intérieur de d'autres éléments, on indique généralement un contenu connexe, mais distinct du principal. Ici, comme on peut le voir, le composant aside est utilisé pour créer une barre latérale qui va contenir des informations sur l'auteur et des liens vers des articles connexes. Son utilité est d'aider à distinguer le contenu secondaire du principal. Maintenant, on va passer à footer. L'élément footer va indiquer le pied de page d'une section de contenu ou d'un document. Généralement, il est utilisé pour contenir des informations supplémentaires, telles que des liens vers des pages connexes, des crédits, des informations de copyright, des mentions légales. Concernant l'intégration de footer, ça peut être imbriqué à l'intérieur de d'autres éléments sémantiques, tels que main, article ou section. On constate donc dans cet exemple que footer est utilisé pour créer un pied de page qui va contenir des informations de copyright, de crédit ou de liens vers d'autres pages du site web. Voici un exemple. Niveau accessibilité. En HTML5, l'accessibilité consiste à rendre les sites web et les applications accessibles à tous, et pas seulement sur un navigateur, c'est-à-dire de se dire mon site doit fonctionner et sur Mozilla et sur Chrome. Non, c'est-à-dire accessible à tous, c'est y compris aux personnes ayant des handicaps. La balise HTML5 joue un rôle important dans l'amélioration de l'accessibilité. Ces éléments vont fournir des informations qui sont claires sur la structure et le rôle des différents éléments d'une page web, ce qui facilite la compréhension et la navigation par les technologies d'assistance, telles que lecteur d'écran, lecteur vocal, etc. Une bonne utilisation des éléments de titre H1 à H6 va ajouter de la clarté pour ces logiciels et permettre d'avoir un bon référencement. Il faut savoir réaliser son importance et avoir une bonne compréhension des balises sémantiques apportées par HTML5. Cela donne la possibilité d'apporter une structure logique plutôt qu'une simple utilisation du bloc div. Le modèle de boîte en CSS3. Le modèle de boîte, Box Model, en CSS3, est un concept fondamental pour comprendre comment les éléments sont affichés et positionnés sur une page web. Il faut savoir que chaque élément va être considéré comme une boîte rectangulaire et va avoir différentes propriétés qui vont déterminer son apparence et son positionnement. Le modèle de boîte, composé de plusieurs parties, contenu, padding, donc la marge inférieure, bordure,
et marge extérieure, margin. Les composants d'une boîte en CSS. On a les éléments de boîte qui sont disposés verticalement les uns sous les autres et occupent toute la largeur disponible de leur conteneur parent. Les éléments de bloc vont représenter les propriétés width et height et les marges verticales contrôlent l'espace entre les éléments. On a div, p, h1 à h6 qui sont des exemples d'éléments de bloc. Donc, on a content qui représente le contenu. Par exemple, ça peut être un titre. Il est possible d'augmenter la zone en hauteur avec la propriété height et en largeur avec width, sans pour autant modifier le padding, la bordure ou la marge. On a padding, qui est aussi appelé marge inférieure ou intérieure, c'est une zone entourant le contenu. La propriété padding permet de modifier l'épaisseur de celui-ci, que ce soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Border, donc on va le constater sur le dessin dans une minute, la bordure entoure le contenu, ainsi que le padding. La propriété border permet de modifier sa taille, à l'image du padding, mais également son style. Margin, la marge englobe toutes les autres boîtes CSS d'un bloc. C'est la propriété margin qui permet de paramétrer toutes les valeurs des côtés. Elle offre également plusieurs options. Voici un modèle, comme on peut le voir. Donc toutes ces boîtes de blocs ont des propriétés qui permettent de modifier les tailles de celles-ci. On en utilise des valeurs de chaque côté qui sont top, right, bottom, left. Et par convention, c'est dans cet ordre-là qu'il faut les énumérer sur les côtés. On part du haut en bas. De haut, en fait, on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc, on a ici un premier exemple. Donc, on va à margin top en premier, ensuite margin right, margin bottom, margin left. C'est dans cet ordre-là qu'on l'a. On peut, par contre, si on renseigne qu'une seule valeur, cela signifie que les quatre côtés du bloc définis auront la même valeur à chaque fois. Dans l'exemple ci-dessus, le contenu, donc ici, là, possède une largeur de 250 pixels, une hauteur de 100 pixels. Le padding et la marge sont de 10 de quatre côtés, à savoir la zone padding, la zone margin, border qui doit renseigner le style et la couleur à 5 pixels d'épaisseur sur tous les côtés. Mais maintenant, on va parler des unités de mesure en CSS. En CSS, c'est important de comprendre les différentes unités de mesure qui peuvent être utilisées pour définir la taille et l'espacement et d'autres aspects de la mise en page. Ces unités, les plus courantes, sont en pixels, px, les EM, les REM et les pourcentages. Les pixels sont une unité de mesure absolue, tandis que les EM, REM et pourcentages sont des unités relatives. Les unités EM sont basées sur la taille de la police, de l'élément, de sorte qu'un EM, c'est égal à la taille de la police actuelle. Les unités vont être similaires aux EM, mais elles sont basées sur la taille de la police de l'élément racine. Donc en général, c'est l'élément HTML. Les pourcentages vont être calculés par rapport à la taille de l'élément parent. Par exemple, si un élément a une largeur de 50%, ça signifie qu'il occupera la moitié de la largeur de son conteneur parent. Une autre unité de mesure est le VW, Viewport Width, qui représente un pourcentage de largeur de la fenêtre d'affichage. Ainsi, un VW va correspondre à 1% de la largeur de la fenêtre d'affichage. Il faut savoir, donc, chacune de ces unités va posséder ses propres avantages et cas d'utilisation. C'est essentiel de les comprendre pour créer des mises en page flexibles et adaptables. Mais je vous conseille de vous focaliser plutôt sur celle-là. Pixel, c'est un petit peu dépassé. Et ça, c'est pas très courant. Donc, ces trois-là sont les plus utilisés à l'heure actuelle. Du moins à l'heure à laquelle je tourne la vidéo. La fusion des marges. Lorsque deux marges verticales se touchent, elles peuvent se fusionner en une seule marge, dont la taille est égale à la plus grande des deux marges. Cela se produit généralement entre les marges supérieures et inférieures des éléments de bloc adjacents. La fusion des marges se produit dans plusieurs cas. Par exemple, elle peut survenir entre les marges supérieures et inférieures d'éléments du bloc adjacent.
entre la marge supérieure d'un élément et la marge supérieure de son premier enfant, ou encore entre la marge inférieure d'un élément et la marge inférieure de son dernier enfant, si l'élément parent a une hauteur auto et une bordure ni padding ni inférieure. Cependant, il existe des situations où fusionner les marges ne se produit pas. Parmi ces situations, il y a la marge horizontale, gauche et droite, des éléments, les bordures fixées dans le positionnement et qui est différente de statique ou relative. Par exemple, on a absolute ou fixed. Les marges d'éléments avec un élément flottant flottent entre eux et les marges d'éléments avec une bordure ou un padding entre eux. Le calcul des marges fusionnées va impliquer que la marge résultante soit égale à la plus grande marge diffusionnée des deux. Si deux marges sont négatives, c'est la plus petite qu'on prend en compte. Il faut maîtriser l'effondrement des marges car c'est essentiel pour contrôler l'espacement entre plusieurs éléments sur une page web. Pour empêcher l'effondrement des marges, il est possible d'utiliser des techniques telles que l'ajout de bordures transparentes, d'un padding de 1 pixel ou d'éléments vides avec ClearFX. Il faut comprendre l'effondrement des marges et apprendre à maîtriser pour créer des mises en page CSS plus précises afin d'éviter des espacements inattendus. Le box sizing. Donc c'est une propriété CSS qui permet de contrôler la manière dont les dimensions d'un élément sont calculées. Ça détermine si la marge inférieure padding et les bordures doivent être incluses dans la largeur et la hauteur totale ou non. Les valeurs courantes sont souvent content box par défaut et border box. Lorsque la valeur est définie sur content box, la largeur et la hauteur spécifiées par un élément vont être uniques et appliquées au contenu de l'élément. Les bordures et le padding sont ajoutés en plus de ces éléments. En revanche, lorsque la valeur est définie sur border box, la largeur et la hauteur spécifiées par l'élément va inclure le padding et la bordure. Ça va faciliter le contrôle des dimensions d'un élément et ainsi éviter les problèmes de débordement inattendus. Donc dans cet exemple, le premier div a la classe ContentBox, ce qui signifie que la largeur et la hauteur spécifiée de 100 pixels vont s'appliquer uniquement au contenu, tandis que les bordures et le padding sont ajoutés en plus de ces dimensions. Le second div a la classe BorderBox, ce qui signifie que les dimensions spécifiées de 200 pixels incluent le padding et les bordures. On peut constater visuellement la différence entre les deux méthodes de calcul de dimensions. Donc, essayez ce code, c'est intéressant. Je vous laisse quelques minutes pour le recopier. Si besoin, mettez la vidéo en pause. Maintenant, la propriété Overflow. Overflow va déterminer comment le contenu qui dépasse les dimensions d'un élément est géré. Les valeurs courantes sont visibles par défaut, hidden, scroll et auto. Lorsque la valeur est définie sur visible, le contenu qui dépasse la dimension de l'élément sera visible et s'étendra au-delà des limites de l'élément. En revanche, lorsque la valeur est définie sur hidden, le contenu qui dépasse la dimension de l'élément sera masqué et ne sera pas visible avec la valeur scroll des barres de défilement. Seront toujours affichés pour l'élément, même si le contenu ne dépasse pas les dimensions. Enfin, il faut savoir que lorsque la valeur est définie sur auto, des barres de défilement seront affichées uniquement si le contenu dépasse les dimensions de l'élément. Voici un exemple, je vous laisse quelques minutes pour le regarder. Dans cet exemple, div a une largeur et une hauteur de 200 pixels. C'est noté. La propriété overflow est déterminée sur auto. Donc ça contient un texte long qui dépasse les dimensions spécifiées, comme la valeur de overflow est définie sur auto. Une barre latérale de défilement va apparaître automatiquement pour permettre à l'utilisateur de voir tout le contenu qui dépasse les limites de div. Si on change la valeur de overflow par visible, hidden ou scroll, on peut observer un comportement qui est différent en fonction de la manière dont le contenu débordant est géré. Essayez de changer ici la propriété overflow et redémarrer la vidéo dans quelques minutes.
Éléments en ligne et inline block. Les éléments en ligne sont un autre type d'éléments, dont le modèle de boîte CSS. Contrairement aux éléments de bloc, ces éléments en ligne sont disposés horizontalement, côte à côte, et n'occupent que l'espace nécessaire pour le contenu. Les éléments en ligne ne respectent pas les propriétés width et height, et les marges horizontales gauche et droite vont contrôler l'espacement entre les éléments. On a des éléments comme span, a, strong, en, qui sont des exemples parlants d'éléments en ligne. Le box model pour les éléments en ligne est légèrement différent de celui des éléments de bloc. Les éléments en ligne vont prendre en compte les propriétés padding, border et margin. Alors, à l'exception des marges supérieures et inférieures, qui ne vont pas affecter l'espacement vertical. Cependant, attention, les propriétés width et height n'ont aucun effet sur les éléments en ligne. La hauteur d'un élément en ligne est déterminée par la hauteur de la ligne, line height, et son contenu. Lorsqu'on travaille avec des éléments en ligne, c'est important de se rappeler que les espacements verticaux, marge supérieure et inférieure, ne sont pas pris en compte. Si on souhaite ajuster l'espacement vertical entre les éléments en ligne, on peut utiliser la propriété line height pour modifier la valeur de la ligne. Pour le cas où on a besoin d'un élément qui combine les caractéristiques des éléments en ligne et des éléments de bloc, on peut utiliser la propriété display inline block. Ça va permettre aux éléments d'avoir des dimensions spécifiées, largeur et hauteur, tout en conservant le positionnement sur une même ligne. Cette propriété est particulièrement utile car ça permet d'éviter les superpositions tout en conservant la mise en page compacte. Il y a un cas d'utilisation qui est fréquent de display inline block, c'est celle d'améliorer l'accessibilité des liens dans les menus de navigation en élargissant la zone applicable à l'aide du padding. Par exemple, lorsqu'un élément A est utilisé dans une barre de navigation, l'utilisation de display inline block permet d'utiliser et d'ajouter correctement du padding et d'éviter la superposition des bordures des éléments parents comme l'élément UL. Voici un exemple ici. Je vous laisse le recopier et le tester bien sûr. Donc dans cet exemple, on a une liste non ordonnée, UL, qui est utilisée comme barre de navigation pour contenir des éléments de liste LI. Chaque élément de la liste va contenir un lien. A. On a défini donc la propriété display inline block pour les liens, ce qui permet d'ajouter correctement du padding autour de chaque lien et d'éviter les superpositions et la bordure UL. Lorsque l'utilisateur va survoler le lien, la couleur du fond de lien change pour améliorer la visibilité. Essayez-le. Je vous laisse quelques minutes. Si vous n'avez pas fini de recopier. Bon, pour résumer, qu'est-ce qu'il est important de savoir? On comprend désormais l'importance de la structure logique en HTML5 et du modèle de boîte en CSS3, de la création moderne. La structuration de contenu à l'aide de balises sémantiques HTML5 va permettre une meilleure accessibilité et une meilleure compréhension des contenus pour les technologies d'assistance, ainsi que pour les utilisateurs. De même, il faut savoir que la maîtrise du modèle de boîte en CSS3 va permettre de créer des mises en page complexes mais plus efficaces et plus esthétiques en utilisant des variétés de propriétés de positionnement, de dimensionnement et de décoration. Ces notions sont essentielles pour tout développeur web qui souhaite créer des sites modernes et accessibles. Rappel, accessible, ce n'est pas que les navigateurs, c'est pour les personnes également en situation de handicap. Il est donc important de les maîtriser pour offrir une expérience optimale à tout visiteur de notre site. C'est donc essentiel de continuer à se former en permanence et de se tenir informé des dernières évolutions concernant les technologies afin de rester à la pointe de l'industrie et de fournir des sites web de qualité supérieure.